Être malade, c'est pas un choix. On nous dit parfois j'ai pas pris mes médicaments depuis 2 mois parce que j'ai pas les sous, je coupe ma posologie en 2. C'est d'abord et avant tout une question d'accès aux médicaments, une question d'équité au niveau du financement, une question de justice sociale. On est le seul pays qui a un système public de santé, mais qui n'a pas aussi un régime entièrement public d'assurance médicaments. Le Canada est le seul dans cette situation-là. Les obstacles ne sont pas d'ordre économique, les obstacles sont d'ordre politique. Ensuite, on fait l'analyse économique et on réalise, bien, économiquement, on pourrait faire des économies très significatives. C'est une solution à envisager, beaucoup plus que celle de couper dans un service, comme on le fait actuellement pour rééquilibrer les finances publiques. Il faut écrire là-dessus, il faut en parler, il faut en faire un enjeu et il faut l'amener un peu sur la scène publique. Ça, je pense que ça peut aider à en faire un enjeu public. Je suis Elisabeth Gibault, analyste santé à l'Union des consommateurs et organisatrice de la journée aujourd'hui. Maître d'œuvre de la campagne. Et maître d'œuvre de la campagne pour campagne d'appui en faveur d'un régime entièrement public d'assurance médicaments, campagne qu'on a démarrée en 2009 parce qu'on avait des membres dans les ACEF, dans les différentes régions du Québec, qui nous rapportaient des cas de gens qui avaient la difficulté à se procurer leurs médicaments mois après mois. Alain Vadeboncoeur, je suis médecin urgentologue et je m'intéresse à ces questions-là. Je suis impliqué dans Médecins québécois pour le régime public nommement. Puis je suis ici pour être animateur en fait de la journée. Donc on a 3 régimes de couverture au Québec, une assurance hospitalisation universelle, une assurance maladie universelle et un régime d'assurance médicaments qui couvre tout le monde mais qui est mixte. Et de plus en plus on comprend que ça amène des problèmes d'équité, des problèmes d'accès, des problèmes de coût probablement. Et ces problèmes-là, ça pose problème à la fois pour les patients, mais aussi vraisemblablement pour le système de santé. En creusant la question, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème au Québec avec le régime d'assurance médicaments, malgré le fait que ce régime qui a été implanté en 1997 a apporté beaucoup d'améliorations dans l'accès aux médicaments pour les Québécois. Il reste quelques problèmes majeurs, problèmes d'équité dans l'accès, puis problèmes aussi de contrôle du coût des médicaments qui font en sorte que des millions de dollars échappent au trésor public à l'heure actuelle et qu'on pourrait régler ce problème-là par l'adoption d'un régime entièrement public d'assurance médicaments. Ce qui est intéressant, c'est de plonger un peu dans l'histoire de ça. Je suis André Lajoie. Je suis ici parce que j'ai fait partie de la commission Castonguay, la première commission Castonguay. Mon nom, c'est Jean Rochon. Ça consistait à essayer d'établir un système de santé publique à l'époque. Pour tous ceux qui pensent que Castonguay, c'était le père de l'assurance maladie, là, ils se trompent. C'est pas vraiment le cas. Il était en faveur de tickets modérateurs. Il ne voulait pas de la gratuité. Mais Jean Rochon et moi avions convaincu les autres membres de la commission de voter pour la gratuité, au contraire. Tout changement, évidemment, ça a créé des obstacles. Castonguay est obligé d'écrire un rapport minoritaire dans sa propre commission, ce qui l'a amené à céder, mais il a dit oui pour la gratuité des services, mais pas pour la gratuité des médicaments. Puis, on n'a pas été assez intelligent pour se rendre compte de l'importance que ça avait à l'époque, parce qu'on était assurés tous les deux, puis on ne savait pas quelle importance ça avait. Je suis ici à cette rencontre, cette journée organisée par l'Union des consommateurs sur l'assurance médicaments, probablement parce que j'étais le ministre de la Santé et des Services sociaux au moment où on a adopté la loi de l'assurance médicaments qui a créé pour la première fois un régime universel, mais géré de façon hybride, comme on dit aujourd'hui. On disait mixte à l'époque, par la Régie d'assurance maladie du Québec, donc une gestion publique, et des assureurs privés qui étaient déjà sur ce marché. Alors, ça a été la réunion des forces du marché à ce moment-là qui ont amené à créer ce régime. Donc, on comprend que c'est ce jeu, cette dynamique-là, qui a mené à une sorte de compromis. On a commencé ce débat en préparant 3 scénarios. Un scénario d'un système complètement public, voir comment on pourrait avoir un système privé, mais réglementé
et encadré par l'État. Et on avait regardé une formule mixte. On comprend que pour l'assurance médicaments, il y a eu quand même des résistances importantes, surtout de la part de certains groupes, donc les assureurs essentiellement, et probablement les pharmaceutiques aussi, et probablement aussi au niveau du gouvernement, qui ne voulait peut-être pas se tourner à cette époque-là, le gouvernement Bouchard, vers un régime public. Le scénario public, moi, en tout cas comme ministre, avec beaucoup de collègues, on le voyait comme le scénario idéal. C'est assez clair que le scénario purement privé, on voulait un peu démontrer les limites de ce scénario-là et qu'il fallait évoluer. Compromis étant qu'on va faire un régime mixte comme une étape vers autre chose. Et la plupart des gens aujourd'hui disent qu'on est probablement dans une réflexion optimiste, entre guillemets, qui nous mènerait vers autre chose, mais il y a encore beaucoup de résistance actuellement. Et comme toujours, dans un premier pas d'évolution, il y a une situation mitoyenne qui permet à tout le monde de bouger, de concéder un peu certaines choses, mais de ne pas tout perdre. Donc, c'est intéressant de voir cet élément historique-là, que le régime actuel était vu par celui qui l'a mis en place, Dr. Rochon, comme une étape qui devait mener à un régime public d'assurance, ce qu'il devrait être si on veut pallier aux différents impacts de ça. Vous voyez les avantages, vous, de votre côté, d'un régime entièrement public? Oui, moi je trouve que le régime devrait être entièrement public. C'est évident parce qu'il n'y a pas de raison que les uns soient favorisés par rapport aux autres. Et la santé, c'est essentiel. Donc, vous reconnaissez les problèmes d'iniquité actuellement? Absolument, absolument. La question du médicament, je ne l'ai jamais vu tellement débattue dans le milieu médical. Moi, je pense qu'il y a un problème de connaissance des enjeux, de savoir que ce n'est pas nécessairement d'avoir un régime public, ce n'est pas une vision extrémiste de la réalité, parce qu'il y a des pays qui l'ont, comme la Nouvelle-Zélande, qui ne sont pas plus à gauche ou à droite que nous, là. Et donc, c'est des enjeux. Je pense qu'il y a un problème de connaissance, un problème de débat. Et c'est pas, à mon avis, ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup débattu, qui devrait l'être. Parce que comme tout le monde, les médecins sont conscients qu'il y a des compressions dans le système et on sait que, par exemple, on pourrait sauver des coûts. Et là, je suis très heureux de voir que c'est quand même 94, c'est quand même 20 ans plus tard, qu'il me semble maintenant qu'on est vraiment rendu au point on en parle beaucoup, surtout spécialement depuis 5 ans. Je pense que l'Union des consommateurs, vous aviez ouvert le feu à cette question-là. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que l'idée d'aller vers un système universel public est assez acceptée et qu'on en arrive plus à commencer à discuter des modalités de comment on peut voir vers ça. C'est une évolution énorme quand on pense à ça. Aujourd'hui, on a une journée très riche parce que justement, la diversité des participants, c'est une très bonne chose. On a des gens qui sont venus jauger de la force du vent qui pousse en direction d'un changement de régime pour un régime entièrement public. Et on en est très contents. Donc, des gens des compagnies pharmaceutiques se sont déplacés, beaucoup de gens des compagnies d'assurance, des médecins. Donc, une grande diversité de participants qui font en sorte que nos échanges sont très productifs. Nous, comme conseillères budgétaires, on venait un petit peu démontrer ce qu'on voit sur le terrain. Notre travail, c'est de faire des consultations budgétaires avec les gens qui vivent un problème d'endettement ou parfois simplement parce qu'ils veulent réaménager leur situation. Nous, on voulait vraiment leur amener à monsieur, madame, tout le monde qui viennent nous voir comment ça se passe dans leur réalité, comment ça se passe dans leur vie, l'accès des médicaments. Lorsqu'on arrive à la médication, c'est là qu'on entend des témoignages. Ça joue au yo-yo sur leur santé carrément parce qu'ils ne prennent pas bien leur médication ou qu'ils arrêtent de la prendre carrément. Ça joue sur leur santé financière aussi. Vous mentionnez des questions d'endettement. Oui, c'est pas rare d'entendre des gens qui nous disent que la pharmacie directement leur a fait crédit. Mais encore là, ça peut durer un certain temps, mais à un moment donné, il y a une limite à ça. Ça peut être par d'autres façons, c'est-à-dire par des moyens de crédit traditionnels, carte de crédit ou autres, ou ça peut être également des gens qui s'endettent auprès de leur famille, de leurs proches, quand ils ont un certain réseau pour être capables de se procurer leurs médicaments. Au Canada, on paye les médicaments les plus chers du monde après la Suisse. On les paye 30 % plus cher ici que dans la moyenne des pays de l'OCDE, donc dans la moyenne des pays développés. 30 % plus cher. On coupe à quel endroit? Souvent, l'épicerie. Hein? On parle surtout des gens à faible revenu. Le poste budgétaire le plus élevé, habituellement, après le logement, c'est la nourriture. Donc, ils vont couper là, ils vont se priver de manger ou qu'ils vont aller voir les banques alimentaires pour être capables de se payer leurs médicaments. Donc, on prend des médicaments pour être en meilleure santé, mais en même temps, on coupe dans l'alimentation, ce qui nuit à notre santé. C'est un peu ça, la cause. Ça devrait même pas être un choix, hein, mais oui, effectivement, il y a des gens qui doivent faire un choix entre les deux.
Pour ma part, je suis responsable d'un service juridique à la Coxida. Donc, service juridique qui vient en aide aux personnes vivant avec le VIH et qui les accompagne dans des démarches juridiques qui découlent de leur statut sérologique. Et donc, certaines de ces problématiques juridiques-là sont en lien directement avec les assurances et même directement en lien avec le caractère hybride de l'assurance médicaments actuelle. Le caractère hybride actuel de l'assurance médicaments fait que certaines personnes vont avoir des frais différents selon s'ils sont avec le régime public ou avec le régime privé. C'est en partie lié à la nature de notre régime qui fait qu'on ne peut pas avoir un contrôle des coûts. Et ça fait en sorte qu'à l'heure actuelle, 2 Québécois qui rentrent dans la même pharmacie pour les mêmes médicaments, selon qu'un soit assuré au public, l'autre au privé, ils vont ressortir avec 2 factures différentes. Et une des difficultés qu'on voit le plus, c'est quand il y a une mauvaise inscription, par exemple au régime public, alors que la personne a accès à un régime privé. Et là, comme la loi est muette sur qu'est-ce qui arrive quand la RAMQ a payé à une personne des médicaments alors qu'elle devait être inscrite à un autre régime, qu'est-ce qui arrive? Qui doit payer? À l'heure actuelle, la loi sur l'assurance médicaments ne permet pas le mécanisme de réclamation directe à l'assureur privé qui aurait dû assurer la personne. Donc actuellement, on se retourne vers le contribuable, vers la personne en disant bien, ça fait 1 an et demi qu'on paye des médicaments pour vous, alors que l'assureur privé aurait dû payer ces médicaments-là. Nous vous demandons donc de nous rembourser. Mais là, finalement, il y a un vide juridique qui fait que la personne se retrouve à payer des quantités d'argent souvent qui peuvent être faramineuses. Les avantages, selon vous, sont lesquels? Premièrement, l'ensemble des Québécois seraient couverts par une assurance qui serait publique. Donc, toutes les petites iniquités, par exemple, quelqu'un qui ne serait pas capable de payer un médicament ou qui doit payer un certain montant, une certaine partie de ce médicament-là, à ce moment-ci, ça serait égal et ça serait financé à partir d'une fiscalité qui est progressive là, au Québec. Pour la centrale, on milite depuis fort longtemps pour un régime d'assurance public et bien sûr universel, pour différentes raisons. Tout d'abord, ça nous apparaît être la clé d'une plus grande équité entre les citoyens. Ça nous apparaît également être la clé d'un meilleur accès aux médicaments pour tous les citoyens et les citoyennes. Et finalement, et c'est pas la moindre des choses, c'est aussi la clé pour un contrôle des coûts éventuels du médicament au Québec. Bien, d'abord, c'est une question d'équité et de justice sociale. C'est pas normal que la thérapie médicamenteuse, que les médicaments ne fassent pas partie intégrante du système de santé. Tous les programmes sociaux qui découlent d'une logique collective doivent également être financés de manière collective, doivent être pensés de manière collective. Donc, nous, on ne pense pas que l'assurance privée soit la voie pour l'assurance médicaments. On pense que ça devrait être comme l'assurance maladie, ça devrait être financé à même, un impôt progressif, ça devrait être un régime qui est accessible à tout le monde. Nous, on ne pense pas qu'il y a davantage au régime hybride. Le régime hybride est certainement une aberration par rapport au système de santé, parce que les médicaments, ça fait partie du système de santé. On n'a pas un système de santé qui attache l'accès aux services à un emploi. Or, c'est exactement ce que fait le régime hybride en imposant aux gens qui ont un emploi et pour lequel il y a une assurance collective qui couvre soit l'assurance maladie, d'avoir automatiquement une assurance médicaments. Or, nous, le rattachement de l'assurance médicaments à l'emploi, c'est inacceptable, c'est inéquitable. Au cours des dernières années, il y a eu toute la question de l'augmentation des coûts qui a été quand même assez importante. Et là, ça crée des problèmes parce que c'est des couvertures qui viennent de moins en moins accessibles. On a plein de précaires sur le travail. On a toute la prime aussi qui n'est pas modulée en fonction du revenu et qui va dépendre du groupe dans lequel on est finalement et qui peut entraîner des variables importantes. Des gens qui sont pratiquement obligés de quitter leur emploi parce qu'ils ne sont pas capables de payer la prime ou que c'est vraiment pas avantageux pour eux de payer la prime par rapport à leur assureur collectif au travail. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens aient la meilleure protection possible au meilleur coût. Et ça, c'est un régime public et universel d'assurance médicaments qui le permet. Pour moi, ça ne fait pas sens qu'on essaie de penser l'accès à des services de santé, l'accès à des traitements médicamenteux en termes de privilèges offerts par des employeurs plutôt que comme un droit pour l'ensemble des citoyens du territoire d'avoir un bon accès à des bons soins de santé.
fondamentalement, à la base, c'est ça. Ensuite, on fait l'analyse économique et on réalise, bien, économiquement, on pourrait faire des économies très significatives. Donc, il faut les prendre en considération. Aujourd'hui, on dépose des résultats qui sont très intéressants, qui ont été faits par une firme d'analyse économique, d'Ameco, qui vont venir nous dire que de transférer les 57 % de Québécois qui sont assurés au privé, de les envoyer tous au régime public, se ferait à coût nul pour le gouvernement. Donc, si on pense qu'en contexte de déficit zéro et de recherche effrénée de moyens pour les finances publiques, c'est complètement utopique de vouloir un régime entièrement public, c'est faux. C'est quelque chose qui est très réalisable, à coût nul pour le gouvernement et au contraire, on réinjecte dans l'économie des dizaines et des centaines de millions de dollars. Non seulement avoir une assurance médicaments publique, ça apporterait plus d'équité, plus de justice sociale pour l'ensemble des Québécois, mais également que ce serait plus efficace d'un point de vue économique. Je présente un peu les résultats d'un rapport que j'ai produit pour la Fédération canadienne des syndicats infirmiers et infirmières. Grosso modo, on regarde quel serait l'impact financier de la mise en place d'un régime entièrement public d'assurance médicaments au Canada. Dans l'étude, ce qu'on démontre, c'est que si on utilise le régime public universel pour développer ses capacités institutionnelles, au Québec, on pourrait économiser jusqu'à 45 % des coûts. Donc, on est au-dessus de 3 milliards en économie possible pour le Québec. Par exemple, M. Barrette veut faire le projet de loi 10 là, en santé. Il veut économiser environ 200 millions. Donc, on pourrait lui suggérer fortement là, de penser à l'assurance médicaments publique. Mais il faut comprendre, en ce moment, les régimes privés d'assurance médicaments sont aussi un fardeau important pour les employeurs. Et à ce moment-là, ça signifie une augmentation du coût de la main-d'œuvre pour les entreprises québécoises et ça signifie finalement une perte de compétitivité de ces entreprises-là. Donc, à partir de là, c'est une question de sauver des deniers publics pour permettre des réinvestissements ailleurs en santé, mais c'est aussi, pour moi, accroître la compétitivité des entreprises québécoises. Ça, je pense que c'est accepté par tout le monde, que plus la mutualité est grande, comme on parle d'assurance et d'assurance de risque, qui est établie sur la moyenne de ceux qui y contribuent, bien, on a une moyenne plus solide et une moyenne qu'on peut maintenir plus basse, pas trop influencée par des variations individuelles ou de petits groupes, ce qui est un des problèmes avec le système actuel. La partie privée, c'est beaucoup de petits groupes et dès qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé sérieux, la moyenne du groupe puis la prime de tout le monde augmente, et on sait que ça cause toutes sortes de difficultés pour tout le monde, y compris même ce que j'ai compris, des situations d'exclusion pour certains travailleurs. On essaie de démontrer qu'actuellement, le régime qu'on a en place n'est pas soutenable, la hausse des coûts est beaucoup trop importante, et qu'à partir de là, on n'a pas le choix. Des réformes s'en viennent. La question, c'est quel type de réforme on veut avoir. Est-ce qu'on veut des réformes ou est-ce qu'on va replacer le risque sur les épaules du patient? C'est-à-dire augmenter les franchises, augmenter les co-assurances que devra payer le patient, ou on essaie de s'inspirer des meilleures pratiques, particulièrement les pays européens, qui ont tous des régimes publics universels d'assurance médicaments, en fait pratiquement tous, mis à part peut-être le Liechtenstein, dont je ne suis pas sûr. La question est plus jusqu'où on peut aller, où on doit aller, pour que ce système qu'on mettra en place ait des moyens de contrôle et des instruments de contrôle solides. Et ça, je pense qu'il faut que ça se retrouve dans une politique du médicament pour être sûr qu'on favorise l'utilisation optimale du médicament, ce qui n'est pas le cas du tout. Là, je pense qu'on parle de plus en plus librement du surdiagnostic et du surtraitement. Ça, c'est un élément de coût très important et souvent avec des effets plutôt négatifs pour des patients que des effets positifs. Les obstacles ne sont pas d'ordre économique, les obstacles sont d'ordre politique. Si on avait un décideur bienveillant à l'écoute de sa population et qui était capable de regarder l'impact socio-économique d'un tel régime, bien, la décision est claire. Là, on prendrait la décision d'avoir une assurance médicaments publique. Il faut être bien réaliste. Dans tout processus législatif, dans le processus d'établissement de politique, c'est un jeu politique avec un grand P, c'est-à-dire c'est de trouver le terrain commun d'accommodement entre différents groupes d'intérêts. Alors, dans ce sens-là, autant les patients, les représentants des consommateurs, l'industrie pharmaceutique, les pharmaciens, tout le monde est concerné par ce débat-là. Et c'est normal qu'un processus comme ça soit une rencontre de différents intérêts. Et une politique, ça se bâtit sur le terrain commun qu'on trouve. Alors, les gens
changeront pas leur intérêt. Ils vont plaider leur cause jusqu'à la fin. Tout le monde. Mais on sent quand un débat évolue, qu'un consensus s'établit, la négociation va être jusqu'à 5 minutes après le délai final qu'on a mis. C'est classique. C'est évident qu'on parle d'un gros dossier où il y a beaucoup d'acteurs impliqués, des gros lobbies, beaucoup d'argent. Donc, il y a des gens qui perdraient avec un changement de régime. On en est conscient. Ces gens-là sont venus aujourd'hui. Donc, il y a un dialogue qui est établi. Et comme M. Rochon le faisait remarquer, tout est une question de débat en démocratie, donc d'arriver à un juste milieu, un compromis qui soit acceptable pour tous. Nous, on a notre proposition sur la table et on espère que ça chemine le plus loin possible. Mais ce que j'ai vu souvent, puis je sens qu'on s'en va vers ça avec l'assurance médicaments universelle publique, c'est que le débat se fait bien et quand quelqu'un va trancher en bout de ligne. Il faut que le gouvernement, le décideur politique, finalement, en voyant le consensus, prenne une décision, puis on fait ça. En général, quand le processus a été bien fait comme il se fait actuellement, tout le monde est assez bon joueur, là. Et tout le monde perd un peu quelque chose, mais gagne d'autres choses. Et les gens tournent la page, on se tourne, puis on continue. Et c'est un débat que la profession médicale devrait faire, dans lequel il devrait s'impliquer. La nourriture, l'éducation, la santé, ça fait partie du bien commun. On ne peut pas uniquement laisser jouer des rôles les lois du marché et simplement le profit. Il faut que l'État réglemente, légifère, organise aussi. On voit un gouvernement qui cherche désespérément des sources de financement, qui, on dirait, a des œillères pour pas voir certaines des propositions qu'on leur soumet. Celle-ci en est une. Il y a des chercheurs qui sont ici aujourd'hui qui font valoir des économies qui vont entre 1 à 3 milliards de dollars par année grâce à un changement de régime. Je pense que le gouvernement a le devoir d'étudier sérieusement nos propositions, surtout dans le contexte où il cherche des nouveaux fonds et où il coupe dans les services à la population actuellement, ce qu'on conteste fortement.